Le plus dangereux dans une crise boursière, ce n'est pas de voir ton portefeuille baisser. C'est de découvrir trop tard que tu n'avais aucune règle pour réagir. Parce que les crises, elles arrivent. 2000, 2008, 2020, 2022. Bref, elles arrivent toujours. Et à chaque fois, il y a deux types d'investisseurs. Ceux qui improviseront et ceux qui ont des règles. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple qui existe depuis des décennies pour réduire ton exposition au risque sans essayer de prédire le marché. Pas de prédiction, pas de trading, juste des règles claires. Si tu t'intéresses à la bourse, tu as certainement déjà entendu ces phrases. Investis sur le long terme, n'essaie pas de timer le marché, achète un ETF World, ne touche plus à rien, reste investi, quoi qu'il arrive. Et en théorie, tout ça, ça se tient. Mais voilà ce qui se passe en pratique. Tu es investi, ton portefeuille baisse de 15%, tu dis que c'est normal, ça arrive. Il baisse encore, moins 25%, là, ça commence à faire mal. Moins 35%, et là, tu commences vraiment à douter. Et voici la vraie question, celle que personne ne t'a posée avant que tu investisses. Qu'est-ce que tu fais toi quand le marché baisse et perd 35, 40, 50%? Tu vends, tu renforces, tu attends ou tu paniques? Si tu n'as pas de réponse précise à cette question, tu n'as pas de stratégie. Tu suis une croyance. Et la différence entre suivre une croyance et suivre des règles, c'est ce qui détermine la différence entre un investisseur débutant et un investisseur expérimenté. Le problème de beaucoup d'investisseurs, et c'est peut-être le tien, ce n'est certainement pas le manque d'informations. Il y en a même trop. ETF World, Nasdaq, S&P 500, actions à dividendes, actions à fort potentiel, obligations. À force de consommer du contenu, tu finis par retrouver des informations qui se contredisent entre elles. Et au final, ça te bloque. Tu n'arrives pas à avoir de cadre clair pour prendre de bonnes décisions. Résultat, quand le marché monte, beaucoup disent qu'il faut être investi, et quand le marché baisse, ils se disent qu'ils auraient dû tout vendre. Et ils oscillent, sans règles, entre la peur de rater la hausse et la peur de subir la baisse. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui on va parler de méthode et pas de prédiction. Voilà la réalité des marchés actions sur 30 ans. Des crises violentes, régulières et souvent imprévisibles dans leur timing exact. Maintenant, une donnée importante que montre régulièrement JP Morgan dans ses analyses annuelles. En moyenne, le S&P 500 connaît des baisses intra-annuelles d'environ 14%. Et pourtant, une grande majorité de ces années finissent dans le positif. Ce que ça veut dire en pratique, une baisse n'est pas forcément une catastrophe. Mais sans méthode, chaque baisse ressemble à une catastrophe. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs débutants se font avoir, pas parce qu'ils ont eu tort sur le fond, mais parce qu'ils n'avaient pas de règles pour traverser la turbulence. La méthode dont je vais te parler n'est pas nouvelle. Elle a été testée, étudiée et publiée par des chercheurs sérieux. L'idée de base est simple, tu regardes une fois par mois si le prix de ton actif est au-dessus ou en dessous de sa moyenne mobile long terme, typiquement une moyenne mobile à 10 mois, soit environ 200 jours de bourse. Si le prix est au-dessus, ton actif est en tendance haussière, tu restes exposé normalement. Si le prix est en dessous, dans ce cas-là, la tendance long terme se détériore, tu réduis, voire même tu te retires de ton exposition. C'est tout. Pas de prédiction sur l'économie mondiale, pas de lecture de rapport macro, une seule observation, une fois par mois. Maintenant, regardons ce que ça donne sur les grandes crises. En 2000, la moyenne mobile a commencé à donner un signal de sortie alors que les marchés avaient encore beaucoup à baisser. En 2008, la même chose. Le signal arrive avant les pires mois. En 2020, le signal est très bref, la crise Covid a été violente mais rapide. C'est justement là où ce type de méthode a ses limites et on va en parler. En 2022, le signal arrive avant les pires mois. Ce que cette méthode ne fait pas, c'est qu'elle ne vend pas au sommet. Elle ne rachète pas non plus au plus bas. Elle cherche seulement à éviter d'être exposée sur un marché qui ne vaut plus le coup, dont la tendance long terme se détériore. Mefeber, chercheur américain, a popularisé cette approche dans une étude publiée en 2007 et mise à jour en 2016. Sa conclusion principale, les modèles basés sur ce type de filtre ont historiquement obtenu des rendements proches des actions avec une volatilité et des drawdowns plus proches des obligations. En clair, potentiellement un peu moins de performance dans les très bonnes années, mais beaucoup moins de douleur dans les mauvaises. Dans son étude, il regroupe 5 classes d'actifs. Donc on a le marché action US, le marché action mondial, on a les obligations US, l'immobilier, les commodités, et donc ici vous voyez GAA, c'est le Global Asset Allocation, donc il prend ces 5 classes d'actifs qu'il regroupe ensemble et il tient ses positions dans le temps. De son côté, lui, sur la stratégie qu'il utilise, c'est le QTAA, donc il applique une moyenne mobile de 10 mois, donc soit approximativement de 200 jours, et donc ce qu'on remarque, c'est qu'au global, en termes de performance, on est quasiment kiff-kiff sur les deux portefeuilles, mais là où il y a une différence notable, c'est sur la volatilité. La volatilité est beaucoup plus basse dans le cadre de l'utilisation d'une moyenne mobile sur chaque classe d'actifs. Le Sharpe ratio, lui, est meilleur aussi parce que ça va mesurer la performance que tu obtiens par rapport à la volatilité, donc entre guillemets, gros guillemets, le risque. Le max drawdown, donc c'est la pire chute qu'a subi le portefeuille. Le Global Asset Allocation a subi presque moins 20%, alors que le QTAA a subi une baisse de presque 10%, donc soit 2 fois moins que le Global Asset Allocation classique. Donc
Le Global Asset Allocation, c'est un portefeuille qui est maintenu constamment dans le temps, quelles que soient les conditions de marché. Ça, c'était concernant les années de 1972 jusqu'à 2005. Maintenant, la stratégie de 2006 jusqu'à 2016, le portefeuille maintenu dans le temps a subi une baisse de 46%, alors que celle avec les moyennes mobiles a subi une baisse de seulement 10%. En clair, potentiellement un peu moins de performance dans les très bonnes années, mais beaucoup moins de douleur dans les mauvaises. Graphiquement, voilà comment ça se présente. Donc, de 1972 jusqu'en 2005, le QTA, donc la moyenne mobile appliquée sur chaque classe d'actifs, et le GAA, donc on tient les positions dans le temps. On voit que de 72 à 2005, justement, on n'a pas vraiment de grande différence entre les deux stratégies. Mais là où cette approche donne vraiment son avantage, c'est lorsque les marchés sont en forte correction, en période de crise. On voit ici par exemple que pour la période de 2008, on a pu, grâce à ce portefeuille, grâce aux moyennes mobiles, sortir du marché avant le grand crack. Et c'est là tout l'important, c'est que cette stratégie, bien sûr qu'elle va sous-performer lorsque les marchés seront en forte tendance haussière. Mais là où elle va tirer son épingle du jeu, c'est lorsque les marchés vont s'effondrer, elle va elle se stabiliser. Quand on prend vraiment la globalité, 1972 jusqu'en 2016, que les deux courbes se suivent plus ou moins avec un petit léger écart. Au final, l'avantage pour le QTA, donc avec les moyennes mobiles, par rapport à une stratégie d'achat-conservation classique. Pour conclure là-dessus, tu auras bien compris que l'investisseur ici qui est sur la courbe en orange, psychologiquement, il est beaucoup plus confortable que celui qui est sur la courbe en bleu en pointillé. Les deux courbes montent, mais l'un est beaucoup plus sollicité psychologiquement que l'autre. Et ça fait une énorme différence à long terme. Et je vais te dire pourquoi c'est plus important que ça en a l'air. Il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre sur ta propre psychologie en tant qu'investisseur. Imagine que tu marches dans la rue, tu baisses les yeux, il y a un billet de 20 € sur le trottoir. Tu le ramasses, bonne journée, tu es content. Maintenant, même rue, même journée, mais cette fois, tu avais un billet de 20 € dans ta poche en partant, et à un moment, tu glisses ta main dedans, il n'est plus là. Envolé. Sauf que là, tu y repenses dans le métro, tu y repenses au déjeuner, tu refais le film de ta matinée, tu ressens quelque chose que le billet trouvé lors de la première situation n'avait pas provoqué. Les travaux du psychologue Daniel Kahneman ont montré que les êtres humains ressentent la douleur d'une perte environ 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain équivalent. Perdre 20 € fait 2 fois plus mal que trouver 20 € fait du bien. Ramène ça à ton portefeuille. Quand ton portefeuille fait plus 10 000 €, tu es content, tu es satisfait. Mais quand il perd 10 000, tu n'es pas juste aussi peu satisfait. Tu souffres, vraiment. Et cette souffrance, c'est elle qui te pousse à prendre des décisions sous tes émotions. Vendre au mauvais moment, sortir du marché en mode panique et rater exactement le rebond qui aurait tout récupéré. C'est pour ça qu'un filtre de tendance a une valeur bien au-delà que celle de capter du rendement. Il va réduire l'amplitude de tes drawdowns, soit tes pires chutes sur ton portefeuille, et en réduisant l'amplitude des drawdowns, il réduit ta douleur psychologique, et donc les potentielles mauvaises décisions qui en découlent. Et ce que ça veut dire concrètement pour toi, c'est que tu peux dormir plus tranquillement la nuit, parce que tu sais que ta méthode a une réponse prévue pour les marchés qui se retournent. Prenons un exemple pédagogique simple. Restons sur un ETF, imaginons S&P 500. Prenons l'exemple avec cette année à partir de 2026. Et donc une fois par mois, je vais regarder. Donc au mois de janvier, j'ai investi. Au mois de février, je suis toujours au-dessus de la moyenne mobile, donc je reste investi toujours. Pareil pour le mois de mars. Mais par contre, lorsqu'on arrive au mois d'avril, on voit qu'on est sous la moyenne mobile. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On sort du marché et on attend que ça repasse au-dessus. Donc le mois d'avril, on n'est pas sur le marché, on attend. Et au mois de mai, on s'aperçoit qu'on est au-dessus. Donc on re-rentre sur le marché. Donc le mois de juin, c'est la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours exposé. Alors oui, la stratégie t'a fait perdre, par exemple sur le mois d'avril, un potentiel 8%, 9% de performance. Manqué. Justement parce qu'on était en dehors du marché, vu que la tendance était cassée. Ça arrive, mais l'objectif c'est vraiment de se prémunir, de se protéger d'une crise qui peut durer des mois, voire peut-être des années. En 2000, j'aurais été content que je sois sorti des marchés, je sois re-rentré uniquement en 2003. On voit qu'on peut rester par exemple en dehors des marchés pendant très longtemps. Pareil en 2008, lorsque ça a craché, on est sur la même chose. On re-rentre, mais uniquement en 2009. Toute l'année 2008, on n'est pas exposé au marché. On peut rester plusieurs mois à plusieurs années sans être exposé au marché parce que ça ne vaut pas tout simplement le coup. La tendance est cassée et quand la tendance est cassée, les probabilités ne sont plus en notre faveur. Et la bourse, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une histoire de probabilité. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, mais on met les chances de notre côté pour se protéger au maximum. Ce que je veux que tu retiennes, c'est le principe. Une règle simple
une décision périodique, pas d'improvisation. Ce que ça change psychologiquement, c'est énorme. Parce que sans règles, chaque baisse est une question. Est-ce que je vends? Est-ce que je renforce? Est-ce que j'attends? Avec des règles, ces questions n'existent plus. La méthode répond à ta place. Et ça, pour un salarié qui n'a pas envie de se créer un second job ni passer ses soirées devant des graphiques, c'est génial. Et c'est même fondamental. Maintenant, une chose importante à comprendre sur cette méthode, elle ne cherche pas à prédire le marché. Elle réagit à ce que le marché fait déjà. Ce n'est pas « je pense que le marché va baisser », c'est plutôt « ma règle me dit que la tendance long terme est cassée et j'agis en conséquence ». C'est un filtre de tendance. Maintenant, tu vas peut-être me dire plusieurs choses, et ce sont de vraies questions. Alors, on va les traiter une par une. Mais si je sors du marché, je vais rater le rebond. Oui, c'est vrai, et c'est le coût de l'assurance. Une méthode de protection du risque ne vise pas à capter chaque rebond. Elle cherche à éviter les grosses erreurs. Comme par exemple, rester 100% exposé sur un marché qui perd 50%. Pense à une assurance auto. Tu ne l'utilises pas chaque mois, mais tu es content de l'avoir quand tu en as besoin. Le coût de cette assurance, c'est une légère sous-performance dans les années très haussières. Le bénéfice, c'est une protection dans les périodes de crise durable. Les performances passées ne garantissent rien. Exact, et ça, personne ne peut te dire le contraire. Mais les performances passées nous permettent de faire une chose très importante. Étudier le comportement d'une stratégie dans différentes phases de marché. Sans données historiques, on ne peut plus avoir de méthode. On se base simplement sur des opinions. La question n'est pas est-ce que cette méthode garantit le futur? Rien ne le garantit. La question c'est est-ce qu'elle a un comportement cohérent et compréhensible? Et là, oui. Pourquoi ne pas simplement rester investi tout le temps? Rester investi peut être une approche parfaitement rationnelle. À long terme, les marchés actions ont historiquement continué de monter. Mais ça suppose une chose, que tu sois réellement capable de tenir lors d'une baisse de 40% ou 50%. Et surtout, le plus important à ne pas oublier, c'est que tu ne sais pas quand ça va arriver. Si tu décides de retirer ton argent en 2060 et qu'en 2059 les marchés s'effondrent, ça tu ne peux pas l'anticiper à l'avance. Et si tu te retrouves avec moins 50% en 2059, ce sera dommage de ne pas avoir pu protéger ton capital pour l'année d'après, là où tu visais ton retrait. C'est trop compliqué pour moi, je comprends, mais regardons ce que demande réellement l'application de cette méthode. Une fois par mois, tu regardes le prix de ton ETF, tu le compares à sa moyenne mobile 10 mois ou 200 jours, tu prends une décision binaire, exposée, ou réduit, c'est tout. Tu n'as pas de calcul à faire, etc. Tu te connectes sur une interface comme TradingView par exemple, tu mets ta moyenne mobile, etc. et tu as juste à faire ça, tu prends tes décisions. La vraie difficulté, ce n'est pas dans la technique, mais c'est dans l'application de la méthode à long terme. Est-ce que tu seras toujours aussi bien appliqué aujourd'hui et dans 10 ans? Le vrai problème en cas de crise, ce n'est pas la crise elle-même, c'est de ne pas savoir quoi faire quand elle arrive. Et la réponse à ça, ce n'est pas de prédire la prochaine crise, personne ne peut le faire de façon fiable. C'est d'avoir déjà tes réponses, tes règles, lorsque la crise va arriver. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, j'organise régulièrement des masterclass gratuites sur le sujet. Inscris-toi via le lien en description pour être prévenu en priorité lors de la prochaine date. Les places sont toujours limitées. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, la meilleure façon de m'aider, c'est de partager, de commenter, de liker. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut!